Crew, confirm you are go for launch. Crew is go for launch. Bienvenue dans The Cockpit by IPSA, le podcast qui explore l'avenir de l'aéronautique et du spatial à travers les voix de celles et ceux qui le façonnent. Je suis Anne-Ségolène Abscheit, directrice générale de l'IPSA, la grande école d'ingénieurs en aéronautique et spatiale, et dans chaque épisode, j'accueille à bord des dirigeants, ingénieurs, pilotes, chercheurs et pionniers pour comprendre les innovations, les défis et les ambitions qui redessinent notre ciel et notre espace. 3, 2, 1. All engine running and liftoff. We have a liftoff. Bonjour à nos auditeurs passionnés d'aéronautique et spatiale et bienvenue sur The Cockpit by IPSA, le premier podcast aéro et spatial en direct d'une école d'ingénieurs du secteur. Je suis Anne-Ségolène Abscheit, directrice de l'EPSA, une école d'ingénieurs qui propose des formations sur ses 3 campus à Paris, Toulouse et Lyon. Dans The Cockpit, nous accueillerons à bord une personnalité clé de l'aéronautique et du spatial, dirigeant d'entreprise, expert, étudiant passionné. L'ambition est de faire rêver en parlant avions, satellites, drones ou fusées, tout en répondant aux questions qui animent le secteur. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Nicolas Geland, actuellement responsable évaluation de l'impact environnemental de l'aviation et carburant à faible teneur en carbone chez Safran, avec qui nous allons parler des solutions actuelles ou futures pour décarboner l'aérospatiale. Nicolas, bonjour et bienvenue à bord. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir. Alors, en introduction de ce podcast, on a une petite checklist à balayer pour pouvoir décoller vers notre thématique. Alors, des petites questions sur, évidemment, d'où est venue votre passion pour l'aéronautique ? Alors, c'est assez surprenant parce que moi, je ne suis absolument pas de formation ingénieur aéronautique, etc. Moi, je suis chimiste à la base. Je suis chimiste. J'ai commencé ma carrière dans l'industrie pétrolière, ce qui s'appelait à l'époque l'Institut français du pétrole. Et j'ai fait toute ma carrière finalement dans les carburants. Et je suis arrivé à l'aéronautique par le côté utilisateur. Pendant 15 ans, à l'IFP, j'ai travaillé beaucoup sur le transport terrestre. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis intéressé à l'aéronautique, à l'impact, aux différentes solutions pour décarboner l'aéronautique, etc. Et c'est pour ça qu'il y a 11 ans maintenant, j'ai quitté IFP Énergie Nouvelle et je rejoins le groupe Safran pour m'occuper justement de ces aspects de décarbonation et de développement des carburants. Et c'est là que j'ai appris à connaître l'aéronautique, c'est là que j'ai appris à connaître à la fois la complexité et puis toute la beauté de ces engins et de ces technologies. Alors, pour nos plus jeunes auditeurs, qu'est-ce que c'est que la décarbonation ? Alors, le principe de la décarbonation, c'est un terme qui est un peu compliqué parce qu'en fait, quand on parle de décarboner, on pense enlever le carbone, mais en fait, c'est pas ça. Décarboner, finalement, c'est réduire l'impact environnemental de l'aviation, sachant que cet impact environnemental, il est principalement lié à l'accumulation de CO2, le principal gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, par abus de langage, on dit enlever le CO2, ça revient à décarboner. Mais en fait, décarboner, c'est pas forcément ça. Décarboner, c'est uniquement limiter les émissions et réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre et également, plus généralement, l'ensemble de l'impact environnemental de l'aviation. Souvent, ça se passe par une décarbonation dans le sens où on va essayer d'enlever le carbone ou de trouver d'autres sources de carbone dans les carburants qui sont actuellement des carburants fossiles et reposant quasiment uniquement sur du carbone enfoui dans le sol. Mais alors, l'impact de l'aviation sur justement les émissions de CO2, quand on regarde sur tous les modes de transport, c'est énorme ? Vaste question. Alors, si on regarde juste les chiffres, on peut se dire, bon, l'aviation, c'est quoi ? C'est 2,5% des émissions de CO2 mondiales. Si on ajoute les effets hors CO2, peut-être qu'on en reparlera après, c'est-à-dire tout ce qui se passe en haute altitude, les traits de condensation, etc., on va être entre 30 et 50 ou 2 fois ça, donc on va être à 3%. On peut se dire, c'est rien finalement, 3%. 3%, c'est quoi ? C'est 3 fois moins que le numérique, c'est moins que l'habillement, etc. Donc, allons-y, laissons tomber l'aviation et surtout, occupons-nous des secteurs qui le méritent. En fait, c'est pas du tout l'optique des industriels et en particulier de Safran, tout simplement parce que, pour 2 raisons. La première, c'est que certes, 2,5%, ça peut sembler peu, mais nous sommes dans un secteur qui est en forte croissance, avec une demande toujours plus forte des gens pour voyager, avec un accès au transport aérien d'un certain nombre de pays qui n'y avaient pas accès pour l'instant. Donc une croissance de ce trafic aérien, et qui dit croissance du trafic aérien dit croissance des émissions de CO2 si rien n'est fait. Et puis également parce que c'est un secteur qui est réputé comme difficile à décarboner. On va le voir, en fait, les solutions pour réduire l'empreinte environnementale de l'aviation, elles sont multiples, elles sont souvent compliquées, elles sont parfois dures à mettre en œuvre. Et donc, si on lie la croissance du trafic
et la difficulté à réduire l'impact environnemental, c'est pour cela qu'il faut s'y intéresser et s'y intéresser dès maintenant. Et donc, depuis combien de temps Safran s'occupe de décarbonation? C'est comme Monsieur Jourdain qui faisait des rimes sans le savoir. Nous, on faisait de la décarbonation sans le savoir, tout simplement parce que, et ça c'était la chance jusqu'ici de l'aérien finalement, c'est que les émissions de CO2 de l'aviation et finalement de tout mode de transport, c'est la consommation de carburant. Or, les compagnies aériennes, le poste carburant, c'est quelque chose de très important chez elles. C'est-à-dire qu'une compagnie classique, c'est 30 à 40% des coûts opérationnels, c'est du carburant. Une compagnie low cost, c'est encore plus. Donc finalement, on travaillait énormément et depuis le début de l'aviation pour réduire de façon massive la consommation du carburant, principalement jusqu'à il y a une dizaine, quinzaine d'années pour des raisons économiques, parce que finalement, une technologie qui consommait moins, c'était une technologie qui permettait aux compagnies aériennes de gagner plus d'argent. Et puis, sans le savoir, on réduisait l'empreinte environnementale de l'aviation parce qu'en fait, à chaque génération d'aéronefs qui consommait 15% en moins, eh ben, on faisait 15% de CO2 en moins. Donc ça, c'est voilà, depuis le début du travail ou des activités de Safran, on a travaillé sur ce sujet. Par contre, ce qui se passe maintenant, c'est que spécifiquement, on se rend compte qu'il faut aller encore plus loin. Qu'on a mis un mot derrière ça. Finalement, la réduction de consommation, c'est aussi une réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi travailler sur d'autres sujets comme les effets hors CO2. C'est aussi aller encore plus loin, aller encore plus vite, aller encore plus fort pour développer ces nouvelles technologies d'aéronefs qui franchiront encore une étape en termes de réduction de la consommation et de l'impact environnemental. Alors, ce qui est quand même remarquable, c'est qu'effectivement, Safran est extrêmement engagé dans la décarbonation, mais effectivement, c'est aussi le cas de toutes les entreprises du secteur qui sont, voilà, que ce soit les constructeurs, comme les compagnies aériennes, les PME, tout le monde est engagé d'une façon ou d'une autre dans la décarbonation de l'aérien. Alors, cette réduction d'impact environnemental de l'aviation, c'est un sujet qu'on appelle non concurrentiel, c'est-à-dire que c'est vraiment le sujet sur lequel il y a des travaux avec l'ensemble de la filière, dans lesquels on est extrêmement coordonné au sein du GIFAS, donc le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, au niveau français, au niveau européen, même au niveau international, au niveau donc l'OACI qui gère les vols internationaux, à un groupe qui s'appelle le CAEP, le Committee for Aviation Environmental Protection, qui est depuis le début de l'OACI un groupe extrêmement actif justement sur ces aspects réduction de l'impact environnemental et où l'ensemble des États et des acteurs industriels travaillent ensemble pour trouver ces solutions et pour les mettre en œuvre. C'est là qu'on voit l'importance également de l'aérien qui est un sujet international. Finalement, cette coordination, elle est absolument nécessaire parce qu'en fait, une technologie qui serait développée dans un coin par un acteur en particulier, mais qui n'aurait pas l'accord ou qui n'aurait pas ce consensus au niveau de l'ensemble des acteurs, aurait beaucoup de mal à décarboner de l'aérien parce qu'elle serait développée de façon ponctuelle à un endroit donné et ne répondrait pas aux impératifs, notamment de réduction d'impact environnemental des vols internationaux, etc. Donc cette coordination, elle est absolument nécessaire et elle se passe extrêmement bien et sans aucune, on va dire, notion de concurrence. Alors bien entendu, on n'a pas tous la même façon d'y arriver. On n'a pas tous la même vision sur le chemin pour y arriver. Par contre, sur le fait d'être intimement persuadé par l'ensemble des acteurs que un des buts numéro 1 de l'aviation actuelle, c'est la réduction de son empreinte environnementale, ça je pense que personne dans l'industrie aéronautique ne vous dira le contraire. C'est ça, voilà, qui est vraiment remarquable, je trouve, c'est que, comparé à d'autres secteurs d'activité, on voit bien qu'il y a une voie unique finalement qui est portée par le secteur de l'aéronautique et du spatial, l'impérieuse nécessité de décarboner l'aéronautique, même si il y a des nouveaux enjeux, notamment d'efficacité, qui rentrent en ligne de compte, là, compte tenu du contexte géopolitique. Alors, vous n'êtes pas que fellow expert chez Safran, vous êtes aussi président du comité de mission de l'IPSA. Vous êtes aussi enseignant dans plusieurs écoles d'aéronautique, dont l'IPSA. Donc, les écoles d'ingénieurs, c'est vrai, prennent ce sujet de la décarbonation, mais aussi de façon plus globale de l'impact sociétal, environnemental des ingénieurs de ce secteur particulier. Pour vous, voilà, être président du comité de mission de l'IPSA, qu'est-ce que ça représente justement dans cet impératif de décarbonation ? Alors, le comité de mission, en tout cas, le fait d'avoir fait de l'IPSA une société à mission, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout simplement parce que on se rend compte que la réduction de l'impact environnemental de l'aviation, c'est un axe majeur,
mais surtout c'est un axe sur lequel il faut que l'ensemble des acteurs soient conscients à la fois du potentiel, mais aussi des limites. C'est-à-dire, voilà, c'est le fameux avoir la tête bien pleine et aussi bien faite. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on veut pas former des ingénieurs qui soient des ingénieurs purement technologues, qui aient une vision complètement idéale d'un avenir, d'une technologie qui miracle, qui sauverait tout. Il faut des gens qui aient ce sens de l'innovation, il faut des gens qui viennent bousculer un peu les habitudes, qui viennent sortir des sentiers battus au niveau aéronautique, mais d'un autre côté, il faut des gens qui aient conscience également du rôle qu'ils aient, qui aient conscience de l'impact qu'ils vont avoir, qui viennent pas dans une société comme Safran, il faut qu'ils soient passionnés, ça c'est clair, il nous faut des gens passionnés, mais il faut des gens passionnés aussi par la mission. Et la mission, elle est importante. C'est pas que travailler sur l'objet, c'est travailler aussi sur le but. Notre but, c'est de réduire de façon massive l'empreinte environnementale de l'aviation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut qu'on permette aux gens de continuer de voyager. Voyager, c'est quelque chose d'extrêmement important. On en discutait tout à l'heure en aparté. Empêcher les gens de voyager, c'est un repli sur soi. C'est ne plus ou beaucoup moins découvrir les gens, ou alors là, découvrir les autres uniquement au travers d'un écran. Et on se rend compte finalement que l'écran, c'est pas la même chose. Non, ça peut être extrêmement délétère. Voilà. Donc permettre aux gens de voyager, permettre aux gens de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer d'autres cultures, etc. C'est l'ADN de l'humain et c'est ce qui a fait le lien entre les peuples. C'est ce qui est un des piliers de la paix dans le monde. Donc finalement, empêcher les gens de voyager, ce qui pourrait être le cas si on n'arrive pas à trouver de solution pour décarboner l'aviation, où on dirait la seule solution maintenant, c'est finalement d'arrêter de voler, ce serait quelque chose qui pour nous serait extrêmement critique pour la stabilité même au niveau mondial. Donc cette mission-là, elle est de comment arriver à trouver, ou comment arriver à déployer industriellement des solutions viables dans le respect de la sécurité des vols, et on le voit que c'est toujours aussi important, et toujours même de plus en plus important, dans le respect de la sécurité de l'ensemble des passagers, avec des solutions qui soient économiquement viables et qui permettent aux gens de voyager. Donc c'est un peu la quadrature du cercle, et pour ça, il faut qu'on ait des étudiants qui soient à la fois ambitieux, volontaires, innovants, et qui aient également cette vision globale de cette notion de responsabilité. Et c'est en ça que faire de l'IPSA une société à mission est extrêmement important. C'est leur dire, on va leur enseigner des nouvelles technologies, on va leur enseigner des nouvelles matières, on va leur montrer tout ce qu'ils peuvent faire, tout le champ des possibles, et en même temps, on va se mettre des ambitions, on va se mettre des buts, on va se mettre des enjeux pour montrer aussi que derrière, on ne développe pas des technologies uniquement pour les plaisirs des technologues, mais dans ce but final. Et donc c'est pour ça que quand Madame la directrice de l'IPSA m'a proposé de devenir président du comité de mission. Je ne savais pas du tout ce que c'était, etc. Mais j'ai accepté aussitôt parce que c'est vraiment une mission extrêmement intéressante, extrêmement valorisante et extrêmement ambitieuse également. Oui, parce que ça nécessite d'aller dans les maquettes pédagogiques, dans la façon d'enseigner, dans les objectifs pédagogiques, sachant qu'on n'a pas encore les solutions. Donc, en fait, on forme des gens dont on espère qu'ils sont suffisamment ouverts d'esprit pour trouver des solutions à des problèmes extrêmement complexes. Mais après tout, c'est aussi la mission globale d'un ingénieur, c'est de trouver des problèmes, enfin des solutions à des problèmes qu'on pense impossibles. D'ailleurs, dans toute l'histoire aéronautique et spatiale, c'est qu'une succession de ce n'est pas possible et d'ingénieurs qui ont réussi à rendre possible impossible. C'est impossible de voler, c'est impossible de voler plus loin, c'est impossible de voler plus haut, c'est impossible de voler plus vite, c'est impossible d'aller jusqu'à la Lune. Voilà, et on a rendu tout possible. Donc, c'est sûr que là, on est face à un véritable problème qui amène certains à penser que la seule solution, justement, c'est d'arrêter de voler. C'est toujours une discussion extrêmement importante que l'on a avec un certain nombre d'ONG, etc. Et d'ailleurs, c'est très important d'avoir ces discussions finalement. C'est très important. On peut se plaindre d'avoir énormément de critiques envers l'aérien, mais finalement, c'est très sain. Ça nous pousse à avancer, ça nous pousse à nous bouger, etc. Voilà, on peut pas se permettre de dire, vous savez, l'aviation c'est ça, et puis point final, on arrête. Le fait d'avoir justement ces ONG ou ces groupes qui remettent en cause l'aérien, c'est absolument nécessaire pour aller encore plus loin et encore plus vite. Donc oui, lorsque l'on regarde les trajectoires de réduction de l'impact environnemental de l'aviation, il n'y a pas à l'heure actuelle une solution miracle qui va nous permettre de résoudre tout. Voilà, on n'a pas la solution miracle qui va arriver là tout de suite et qui permet d'avoir un avion zéro CO2. Ça va être
un ensemble de technologies, ça va être une diversification des modes d'énergie, ça va être une spécialisation potentielle de ces énergies, ça va être des solutions différentes qui vont s'appliquer aux hélicoptères, aux avions de tourisme, aux petits avions régionaux qui vont faire des liaisons point-point, aux moyens courriers et aux longs courriers. Et au spatial. Et au spatial également, tout à fait. Et donc, on se doit de traiter l'ensemble de ces solutions, on se doit de trouver la bonne solution pour chacune de ces missions, et c'est en ça, pour revenir à ce que vous disiez, que finalement, le rôle de l'école d'ingénieur et le rôle de l'enseignant en école d'ingénieur, c'est pas de donner la solution, c'est pas de dire, vous voyez, ce qu'il vous faut développer, c'est ça. C'est de dire, voilà, la problématique, elle est là. Je vous donne le cadre avec l'ensemble des contraintes. Je vous donne les moyens de comprendre cette difficulté, de comprendre toutes les technologies, etc. Et je vous donne la formation pour apprendre à réfléchir, pour apprendre à trouver des solutions. Et quand vous avez le cadre, les outils et l'état d'esprit, c'est là qu'on arrive à trouver des solutions qui sont les solutions qui n'existent pas forcément maintenant. Et c'est ça le rôle d'une école d'ingénieur également. Oui, et c'est en ça que l'ingénieur se différencie de tout autre métier et même de l'intelligence artificielle, qui ne s'appuie que sur du connu. Il n'invente rien. Voilà. Alors, si on part sur l'intelligence artificielle, on va passer du temps dans ce podcast. Oui, ça peut durer assez longtemps, mais en effet. Congratulations, you are in orbit. Great to be here. Thanks, everyone. Alors justement, peut-on vraiment décarboner l'aérospatiale aujourd'hui? Quels sont les leviers, notamment pour, en commençant par l'aéronautique, quels sont les leviers de décarbonation? Quand même, ces quelques dernières années, on a fait des progrès extraordinaires avec certains moteurs, certains avions. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les leviers de décarbonation qui ont été efficaces? Alors, globalement, lorsque vous regardez les trajectoires de décarbonation de l'aérien, il y a énormément de visions différentes qui vont différer en fonction des hypothèses de croissance du trafic, etc., etc. Par contre, il y a un point commun. Toutes ces trajectoires amenant à une réduction massive de l'empreinte environnementale de l'aviation, elles reposent sur 3 piliers. Le premier, c'est bien entendu l'efficacité énergétique. Le seul carburant qui n'émet pas de CO2, c'est celui qu'on ne consomme pas. Ça veut dire réduire très fortement la consommation des aéronefs. Avec des technologies nouvelles, avec des nouveaux aéronefs, avec des nouveaux modes de propulsion, mais également avec l'allègement. Parce que le poids, c'est vraiment l'ennemi de l'avion, de la consommation. Et donc, ça veut dire que c'est pas uniquement une question de développement de moteur, ça va être aussi l'architecture de l'avion, ça va être son aérodynamisme, ça va être le poids de tous les organes, des trains d'atterrissage, des sièges, etc., etc. C'est en ça qu'une société comme Safran, par exemple, qui est présente, bien entendu, sur la propulsion, mais également beaucoup sur tout ce qui va être intérieur, sur tout ce qui va être système électrique, etc., etc., a vraiment un rôle important à jouer, parce qu'on va développer des technologies encore plus efficaces pour la propulsion, mais également travailler à chaque étape de la conception du système carburant, des sièges, de l'intérieur, etc., sur des allègements de ces aéronefs. Donc ça, c'est le premier pilier, améliorer l'efficacité énergétique de l'aviation. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que l'aérien, depuis le début de l'aviation, a toujours suivi cette trajectoire. Un aéronef actuel, en termes de passagers kilomètres, donc en émissions de CO2 par passager par kilomètre, est à peu près 80% plus efficace qu'un aéronef il y a 50 ans. Donc on a fait des progrès massifs. Ah oui. On a fait des progrès massifs. Alors, c'est pas uniquement par la technologie, ça va être aussi par le remplissage, ça va être le fait de mettre de plus en plus de personnes dans l'avion. Mais néanmoins, les personnes ont souvent à l'extérieur ont tendance à dire oui, mais les avions, ils n'ont pas évolué. Finalement, un avion actuel, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à un avion d'il y a 50 ans. En fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok, la forme extérieure peut être la même, mais un avion actuel n'a strictement rien à voir et est largement plus efficace. La flotte actuelle, elle gagne 1,5% d'efficacité par an. L'ensemble de la flotte des aéronefs. Et ça, c'est quasiment unique dans le mode des transports. Par contre, la difficulté qu'on a, c'est que quand on gagne 1,5% d'efficacité énergétique par an et que la croissance du trafic est de 3 à 4%, ça veut dire que les émissions, elles continuent à augmenter. Même si on a fait des efforts, même si c'est complètement unique cette amélioration de l'efficacité énergétique, les émissions continuent à croître parce que la croissance du trafic est là, parce qu'il y a une demande, parce que les gens continuent à demander à voyager. Donc, l'efficacité énergétique de la flotte en elle-même, elle ne suffira pas. Il va falloir également travailler sur la façon dont on l'utilise. Et là, c'est tout le pilier sur l'efficacité, à la fois du trafic aérien, mais également des opérations au sol.
Ça veut dire, est-ce que consommer du carburant pour amener un avion de la Guette au bout de piste, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant ou pas? Ça va être d'optimiser les vols, ça va être de s'assurer que en décollage et en atterrissage, on ait des trajectoires qui soient optimisées en termes d'émissions de CO2. Ça veut dire aussi optimiser les vols, limiter les mouvements en dehors d'une trajectoire optimisée, etc., etc. Ça veut dire une électrification des opérations au sol. Ça veut dire aussi une électrification des opérations au niveau de l'aéroport, hein, le pushback, etc. Enfin, tous ces petits camions. Voilà, tout ça, c'est tout un travail qui peut sembler anecdotique, mais qui peut représenter jusqu'à 10% des gains des potentielles émissions de CO2. Et donc, si on ajoute l'efficacité énergétique plus l'optimisation des usages, on arrive à peu près à, on va dire, stabiliser, ou en tout cas à compenser l'augmentation du trafic aérien. On n'arrive pas à cette neutralité carbone, ça c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il faut ensuite? Il va falloir substituer le carburant que l'on utilise par des carburants qui ont une empreinte environnementale beaucoup plus faible. C'est là que vont jouer que les carburants du type, ce qu'on appelle les carburants d'aviation durable, ou Sustainable Aviation Fuels en anglais, les SAF. C'est pour cela qu'on va développer ces filières-là, qu'on va travailler aussi sur des filières encore plus amont, comme de l'hydrogène, comme des avions électriques, comme des choses comme ça, parce que ces solutions-là vont être absolument nécessaires pour combler finalement le restant de la décarbonation. Et là, on est sur des technologies qui vont à la fois impliquer les industriels de l'aéronautique, en faisant en sorte que les aéronefs de demain soient parfaitement compatibles avec ces carburants-là, mais également une vision avec l'ensemble de la filière, parce que ces carburants, il va falloir les produire, il va falloir les développer, il va falloir les mettre sur le marché, etc., etc. Donc, 3 piliers: efficacité énergétique, efficacité des opérations, substitution des carburants. Ces 3 piliers sont absolument indissociables. Ça, c'est important. Ces 3 piliers sont nécessaires. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que certaines personnes nous disent « Oui, mais vous développez des carburants d'aviation durable. » Ces carburants, sur l'ensemble du cycle de vie, on pourra en revenir après si vous voulez, ces carburants en fait ont un impact environnemental très faible. Donc à quoi ça sert de continuer à travailler sur l'efficacité énergétique de la flotte, de mettre des milliards d'euros dans des développements de nouvelles technologies en rupture, et même parfois complètement en rupture, hein, comme par exemple le concept RISE, par exemple, qui est porté par Safran et son partenaire GE au sein de CFM, qui est un concept de moteur où on enlève la nacelle, hein, donc des hélices qui sont entre guillemets à l'air libre, qui est une vraie rupture en termes de technologie, qui est un vrai risque aussi pris par les sociétés, parce qu'on pense que le bénéfice vaut le risque que l'on prend, mais des personnes peuvent se dire, mais à quoi ça sert de prendre de tels risques? Finalement, il suffirait de mettre un petit peu plus de carburant d'aviation durable, et on arrivera au même résultat. Sauf que ces carburants d'aviation durable, là aussi, il ne faut pas se leurrer. Ce sont des carburants qui reposent sur des ressources, que ce soit la biomasse, l'électricité bas carbone, le CO2 biogénique, etc. Ce sont des ressources qui sont rares, ce sont des ressources qui sont très disputées, et ce sont des ressources qui, de toute façon, avec les procédés adaptés, font que ces carburants sont et resteront chers même à long terme. Donc, au contraire, développer ces carburants d'aviation durable nécessite encore plus des technologies frugales et des technologies qui permettent la réduction de la consommation pour gérer cette problématique de ressources, mais également de limiter le surcoût pour une compagnie aérienne avec ces technologies ultra efficaces. Ouais. Alors, il n'y a rien de simple. Est-ce que, justement, vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on fabrique des carburants durables, les de la fameux chimie. SAF? Voilà, enfin de la chimie. Enfin, la chimie. Alors, en fait, comment dire? Faire un carburant, c'est à la fois quelque chose lié au procédé de production, c'est quelque chose de parfois extrêmement technique, et c'est surtout quelque chose qui est lié à des règles extrêmement importantes. Un carburant d'aviation, c'est quelque chose, donc on appelle le carburateur, le jet à 1, etc. C'est un produit qui est extrêmement complexe, extrêmement cadré. On en parlait tout à l'heure, la réduction de l'empreinte environnementale de l'aviation, c'est la priorité numéro 1, mais elle ne se fera jamais au détriment de la sécurité des vols. Jamais. Et ça, la sécurité des vols, pour tous ceux qui ont travaillé un peu dans l'aéronautique, c'est le maître mot. À tous les étages, dans tous les étages de développement, c'est la sécurité qui prévaut. Et le moindre technologie qui pourrait potentiellement poser le moindre risque pour les passagers n'est absolument pas envisageable. Or, la sécurité des vols, la plupart du temps, elle est gérée par ce qu'on appelle la redondance. C'est-à-dire, en fait, on met un système dans l'aéronef. Si on n'est pas capable de montrer qu'il est suffisamment fiable, suffisamment robuste, etc., on va en mettre 2.
Et puis potentiellement, on va en mettre 3. Et puis on va gérer tous les cas de panne, etc. C'est en ça d'ailleurs, l'aéronautique ressemble beaucoup aux règles de sécurité qu'on peut avoir dans l'industrie nucléaire ou choses comme ça. C'est vraiment essayer de prévoir tous les cas de panne et puis trouver toutes les solutions pour ça. Or, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas redondant dans un avion, c'est le carburant. Le carburant, on a un seul carburant pour tous les systèmes. Ce carburant, en plus, il sert à propulser l'avion, il sert à réchauffer la cabine, il sert à refroidir le lubrifiant, il sert de fluide hydraulique pour certains organes moteurs, il sert à des tas de choses. Et ce carburant, on ne le maîtrise pas, dans le sens où ce n'est pas l'industriel, ce n'est pas la compagnie aérienne, ce n'est pas l'avionneur, ce n'est même pas le constructeur des moteurs qui va vérifier le carburant qu'on met dans chaque avion. On va développer une technologie, et après, derrière, le carburant, c'est celui que la compagnie aérienne va trouver à l'aéroport. Donc il y a tout un travail qui a été fait depuis le début de l'aéronautique pour s'assurer que ce carburant est parfaitement maîtrisé dans sa composition et dans sa logistique. Et là, tout d'un coup, on vous dit, OK, ça fait 50 ans qu'on travaille là-dessus, on a un système qui est parfaitement efficace. Partout dans le monde, quel que soit l'endroit où vous allez dans le monde, vous trouverez du carburéacteur en qualité identique. Là aussi, une fois de plus, c'est complètement unique. Mes amis militaires ont souvent tendance à dire il y a 2 choses dans le monde que vous trouvez en qualité constante, quel que soit l'endroit où vous alliez dans le monde, c'est le Coca-Cola et le carburéacteur. Et je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais c'est souvent comme ça. Et là, tout d'un coup, on vous dit maintenant, on va complètement changer. C'est-à-dire qu'on va changer de mode de production, on va changer de type d'acteur, on va changer de matière première. Et vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et c'est là tout le rôle, justement, de tout ce travail de coordination, etc. Donc, comment on va faire ces carburants ? Ce carburant, on doit le mettre dans un aéronef existant. Donc, il n'est pas question de changer complètement la chimie du carburant. Donc, le cadre d'arrivée, il est clair. On veut un carburant qui soit le même, qui soit complètement transparent, qui soit complètement utilisable dans l'aéronef et dans l'ensemble de la logistique en amont. Par contre, on va changer la matière première. On va passer d'une matière première qui est une matière première fossile, du pétrole brut, à une matière première qui va être renouvelable, et notamment de la biomasse. Alors, quand on dit la biomasse, c'est quoi la biomasse ? C'est hyper vaste, la biomasse. Ça peut être de l'huile usagée, ça peut être des graisses animales, ça peut être des déchets de l'exploitation forestière, ça peut être des déchets d'ordures ménagères. On voit que le panel, il est extrêmement vaste. Donc, il va falloir trouver des procédés qui permettent d'arriver dans ce cadre donné, qui est très restreint de qualité carburant, avec une variabilité énorme de ressources biomasse. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas un procédé, il y a plein de procédés. Il y a plein de procédés différents qui vont du plus simple au plus compliqué. Le plus simple actuellement, c'est ce qui représente, on va dire, 99% des carburants durables sur le marché. C'est ce qu'on appelle l'hydrotraitement des huiles usagées. On va prendre une huile usagée, l'huile de cuisson, une huile de friture, etc. et on va la transformer en carburant. Pourquoi je dis la plus simple ? Parce que l'huile, c'est liquide, c'est quelque chose qui brûle déjà, donc on imagine bien que le transformer en carburant, ça ne va pas être trop compliqué. Là, mes petits camarades d'énergéticiens sont en train d'hurler en écoutant ça, mais voilà, c'est pas. Disons que c'est ce qu'ils savent faire, c'est leur métier, c'est le cœur de métier, ils savent faire ça depuis des années, des procédés, ce qu'on appelle l'hydrotraitement, c'est maîtrisé, etc. Ça demande des investissements, mais voilà, on sait le faire. Après, par contre, on se doute bien que passer à des copeaux de bois, par exemple, ça va être beaucoup plus compliqué. Des copeaux de bois, les transformer en carburant durable, carburant liquide, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, on a plusieurs autres solutions qui sont basées soit sur la déstructuration de la matière première. On va tout casser en petits morceaux. On va faire du Lego, finalement. On va transformer cette biomasse en 2 briques élémentaires, le monoxyde de carbone et l'hydrogène, pour parler aux chimistes. Donc la brique verte et la brique bleue des Lego. Et puis avec ces 2 briques, on va faire du carburant aviation, on va faire du carburant automobile, on va faire du lubrifiant, on va faire un peu ce qu'on veut. Ça peut paraître assez magique, mais ça marche, ça fonctionne. Par contre, vous vous doutez bien que ça va devenir beaucoup plus compliqué. Il va falloir gérer la logistique de la biomasse, sa gazéification, la qualité du gaz de synthèse et tout le procédé de synthèse derrière. Et ça, c'est quelque chose qui va être très compliqué, qui va demander de nouvelles unités, qui demande souvent des investissements extrêmement massifs, etc. Donc voilà, en gros, toute la science va être de réussir à transformer une biomasse extrêmement diverse en un produit extrêmement précis avec le moyen de transformation le plus efficace possible. Ah oui, parce que ça va coûter aussi beaucoup en énergie. Et l'énergie, il faut la produire. Donc, on est toujours à une problématique de consommation de CO2 pour pouvoir créer la biomasse. Donc, à quel moment on est vraiment efficace ? Alors, ça c'est tout à fait vrai. Et c'est d'ailleurs pour cela que tous ces développements de carburant passent par une coordination extrêmement importante avec l'ensemble de la filière. Côté Safran, par exemple, ça fait 5 ans qu'on a développé un partenariat stratégique avec Total Energy, par exemple, pour travailler sur ces sujets-là, qu'on travaille avec EDF, qu'on travaille avec tous les grands acteurs du domaine, avec le CEA, avec IFP Énergie Nouvelle, etc. Parce que finalement, nous, industriels de l'aéronautique, ce qu'on peut dire, c'est
quelle est la chimie du carburant, ou en tout cas, quelles sont les propriétés du carburant dont on a besoin dans nos produits. Par contre, après, trouver le procédé de production qui soit le plus efficace, ça, c'est pas notre métier. Ça ne le sera pas. Voilà. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est apporter nos contraintes, apporter notre besoin, parler à ces gens-là, que eux nous disent voilà nous comment on peut faire, voilà les différents modes de production qu'on peut avoir, voilà notre vision qu'on a de l'efficacité de ces procédés, etc., etc. Et c'est en travaillant ensemble qu'on va arriver à trouver les modes de production les plus efficaces. Et cette diversité, elle est importante. C'est-à-dire que le mode de production le plus efficace, il ne sera pas forcément le même en Europe, aux États-Unis, en Afrique, etc., tout simplement parce que la matière première ne sera pas la même. Et on peut parfaitement imaginer que des productions de SAF en Europe ne seront pas les mêmes modes de production que ceux qu'on va trouver dans d'autres régions du monde. Parce qu'à chaque fois, on va regarder quelle est la matière première disponible à un endroit donné et trouver le mode de production le plus efficace. Station crew, mission control, we're ready for your midday systems update when you are. Copy mission control. Go ahead. Alors justement, quel est le pays qui est le plus en avance dans la production des fameux SAF? Alors, l'Europe a clairement pris actuellement le lead, en tout cas la tête de développement de ces carburants, tout simplement parce que on a un cadre réglementaire qui est très très clair. Il y a la Commission européenne, dans le cadre de ses trajectoires de décarbonation de l'ensemble des activités, a publié un texte qui s'appelle RefuelEU Aviation et qui donne un cadre clair en disant à partir de 2025 et jusqu'à 2070, vous n'avez pas le choix, vous devez incorporer ces carburants durables. Voilà. Le cadre, il est là. Vous irez jusqu'à 70% de carburant durable en 2050, en commençant par un premier passage majeur qui va être en 2030, 6%, 20% en 2035, etc., etc. Et voilà. Vous devez y arriver. C'est une obligation d'incorporation, assortie d'un certain nombre de contraintes, qui sont des contraintes financières, des amendes, etc., si on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'en Europe, on a ce cadre clair pour y arriver, et en tout cas, on a cette vision long terme. D'autres pays du monde travaillent bien entendu sur le développement de ces filières-là. On peut citer notamment les États-Unis, qui étaient extrêmement actifs dans le domaine, notamment sous la précédente administration, mais qui n'avaient pas du tout la même vision. La vision américaine, c'est une vision qui n'est pas de contrainte, qui n'est pas de dire vous avez l'obligation, mais par contre de support, de dire vous devez, on va vous aider à développer ce marché, on va vous aider à développer ce business. Finalement, aux États-Unis, tout est business. On voit l'intérêt de ces solutions-là parce que ça permet de donner un dynamisme, de lancer une filière, etc., d'avoir quelque chose qui est moins sous contrainte, peut-être plus aidé. Par contre, on a une industrie qui est sous perfusion. C'est-à-dire que dès qu'on voit l'arrêt de ces aides, ça met un point d'arrêt au développement de ces filières-là. C'est ce qui se passe plus ou moins actuellement avec la nouvelle administration. Voilà, il y a un juste milieu qu'on essaie de trouver notamment au niveau européen. Il y a beaucoup de discussions qui sont au niveau européen pour dire, voilà, on a ce cadre long terme qui permet de développer ces filières-là. Et puis, il faut trouver à côté tous les mécanismes qui permettent d'aider à trouver un marché, d'aider à développer. Des soutiens à l'investissement, des soutiens pour permettre aux compagnies aériennes d'acheter ces carburants sans complètement mettre à mal leur compétitivité par rapport aux autres acteurs. Voilà, l'Europe petit à petit apprend, petit à petit met en place des mécanismes. Récemment, il y a ce qu'on appelle le STIP qui a été lancé. Donc le STIP, c'est le Sustainable Transport Investment Plan, donc qui est en fait un mécanisme de soutien justement au déploiement de ces filières. Et c'est finalement tous ces mécanismes-là qui vont faire que la filière va se développer. Donc ça, c'est la partie réglementaire. Après, au niveau partie technique, la France a clairement son rôle à jouer. Parce que la France cumule des gros avantages. Premièrement, on a tous les acteurs autour de la table. Tous les acteurs sont Et présents en on est un France. des seuls pays à savoir fabriquer des avions, donc on a Voilà. quand même une petite avance sur les On autres. a un avionneur majeur, voire même plusieurs d'ailleurs, parce que dans différents segments, on peut parler d'Airbus bien entendu, mais on peut parler aussi de Daher, de tas d'autres, d'ATR, etc. On a les hélicoptères également, on a les équipementiers, et puis on a les énergéticiens, et puis en plus de tout ça, on a la chance quasiment unique, enfin pas unique, mais en tout cas, on va dire que ça se compte sur les doigts de la main d'un martien dans le monde, c'est d'avoir une électricité sur le réseau qui est décarbonée. Oui. Et puis, j'oublie quand même des énergéticiens extrêmement forts et extrêmement implantés et extrêmement experts dans leur domaine, un réseau de start-up également très innovant, des laboratoires de recherche comme FENN, comme l'ONERA, etc. Voilà, on a tous les acteurs du domaine, on a tout pour y arriver. Donc, Au boulot. continuons, oui. Bon, au boulot, on y est déjà, mais continuons sur cette voie.
Ah oui, c'est vrai que c'est un petit pays, mais qui historiquement, est à voilà, croisée des chemins de l'aéronautique et du spatial, à tout moment de l'histoire de l'aéronautique et du spatial et la France, hein, des frères Montgolfier à Adair, ensuite, les explorateurs et puis effectivement toutes les innovations, technologiques. La France est quand même, était quand même, initiatrice de beaucoup d'innovations. C'est ça qui est également très important, c'est que comme nous avons cette tradition d'innovation, comme nous avons également cette ressource de talent via les écoles d'ingénieurs notamment, dont l'IPSA, Heu, la France et les acteurs français sont les mieux placés sans doute pour arriver à pousser ou en tout cas à entraîner cette réduction de l'empreinte environnementale de l'aviation. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que ça dépasse même toutes les frontières. On n'est pas en train de vouloir décarboner l'aviation française, on est en train de parler d'une industrie internationale et si les acteurs français et européens ne sont pas, leaders dans ce domaine-là, on aura énormément de mal à y arriver au niveau mondial. Donc pour l'instant, continuons à montrer cette voie, continuons à être, leader dans ce domaine-là, à pousser pour, aller encore plus vite, encore plus loin et c'est comme ça qu'on arrivera à réduire, l'empreinte environnementale de l'ensemble de l'aviation mondiale. Alors une question qui fâche, est-ce que les SAF, ça ne n'encrasse pas plus les moteurs que le carburant normal? Non. Ah non, non, non. En fait, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est tout un travail qui est mené actuellement. En fait, on se rend compte que, ces carburants ont souvent une chimie assez simple. Simplement parce qu'à partir du moment où vous déstructurez la matière, à partir Oui. du moment où vous reconstruisez, ça veut dire qu'on enlève, un certain nombre de potentiellement de polluants, potentiellement d'impuretés qu'il peut y avoir dans le carburant. Il y a pas de soufre, par exemple, dans ces carburants-là. Il y a des compositions chimiques qui sont souvent plus simples. Donc d'un côté, c'est un élément qui peut être un peu, inquiétant tout simplement parce qu'en fait, on se dit: «Ils vont pas se comporter pareil» et en effet, ça c'est tout le travail pour s'assurer que l'ensemble des matériels soient bien compatibles avec ces carburants-là, hein, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi qu'on a un certain nombre de fractions de molécules qu'on n'aime pas dans le carburant actuel et qu'on peut se permettre d'enlever. Des aromatiques lourds, enfin là je parle, encore de chimie, des molécules un peu lourdes dans ce carburant qui ont tendance à former des particules, qui ont tendance à former des dépôts, des impuretés métalliques ou choses comme ça qui peuvent aller abîmer, un certain nombre d'éléments, dans le moteur. Et ça, on est plutôt actuellement, à essayer de quantifier les impacts positifs que peuvent avoir ces carburants. Parce qu'en fait, ces carburants, ils sont plus chers, on le sait. Ils sont plus chers, ils resteront plus chers. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on montre l'intérêt et pas seulement l'intérêt environnemental. Il y a un intérêt environnemental au niveau des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie. Il y a un intérêt également au niveau des émissions polluantes, la réduction des particules, la qualité de l'air au niveau de la plateforme aéroportuaire, potentiellement la réduction, des traînées de condensation d'altitude. Et puis il y a potentiellement d'autres effets qui peuvent être intéressants pour la compagnie aérienne en termes d'impact sur l'aéronef, de durée de vie, pour les forces armées en termes de furtivité, en termes de signature infrarouge, voilà. Donc et tous ces effets-là, il faut arriver à les quantifier pour montrer que oui, investir dans ces filières-là, ça permet non seulement de réduire l'impact environnemental de l'aviation, mais il y a en plus des bénéfices additionnels. Alors justement, habile transition parce que, s'il y a bien un secteur qui doit rester, souverain et donc pour lequel l'efficacité est supérieure à l'impact, écologique, ce sont les armées et donc c'est l'aéronautique, militaire. Est-ce que, il y a une utilisation des SAF, dans les armées? Est-ce que c'est quelque chose qui est, utilisé? Est-ce que c'est prioritaire? Alors là, je vais changer de casquette en fait, pour 2 secondes. Je vais prendre ma casquette d'officier de réserve pour le service de l'énergie opérationnelle et notamment la division énergie opérationnelle état-major des armées. Donc j'ai cet honneur d'être officier de réserve pour ça et de travailler beaucoup sur ces sujets-là. Alors on peut penser que les forces armées n'ont pas d'intérêt finalement à décarboner, que finalement c'est en dehors du scope, de leurs opérations. Alors ça, c'est faux, notamment en France pour plusieurs raisons. La première, c'est que, les forces armées françaises ont initié il y a quelques années, sous l'impulsion, de ministre Parly, ce qu'on appelle la politique énergétique de défense. Cette politique énergétique de défense qui définit en fait à long terme, les objectifs énergétiques des forces armées et notamment sur un triptyque qui est consommer moins, consommer mieux, consommer sûr. On peut se dire où est l'environnement derrière ça? Une fois de plus, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Consommer moins, c'est un côté
énergétique, c'est un côté financier, c'est un côté indépendance énergétique, mais indirectement, c'est un côté émission de CO2. Donc, c'est très important aussi pour les forces armées de travailler sur ces sujets-là, de se dire comment est-ce que je peux réduire mon empreinte environnementale, réduire ma dépendance énergétique, potentiellement améliorer la fluidité de mes aéronefs, etc. Donc oui, les forces armées françaises, et depuis des années, ont été notamment précurseurs sur ce domaine-là, de l'utilisation de ces carburants durables. Alors, c'est pas forcément uniquement pour une question de décarbonation, c'est notamment, on en revient, pour tous ces effets additionnels de souveraineté énergétique, de diversification énergétique et de bénéfices opérationnels. Ceci étant dit, il y a un point qui est fondamental également pour les forces armées, c'est justement ce côté opérationnel. Il n'est absolument pas envisageable de réduire ou de limiter les opérations avec un matériel pour des raisons de changement de carburant, etc. C'est toutes les discussions qui se posent actuellement sur les bénéfices de l'électrique, de l'hydrogène ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un bénéfice qui est là et surtout, est-ce qu'on va réussir à opérer les missions qui sont demandées à ces matériels et à ces forces armées? Et il y a un troisième élément, ou troisième ou quatrième, je ne sais plus, je suis un peu perdu, qui va être la logistique. La logistique. Il faut voir que lorsqu'on est en opération extérieure, la logistique pétrolière, elle est faite à partir de ressources locales. Et c'est en ça d'ailleurs que les forces armées se sont aussi très intéressées très tôt, et notamment françaises, à ces sujets-là. C'est de se dire, il n'y a pas de production de carburant spécifique pour les forces armées. En fait, les forces armées, elles vont utiliser les carburants civils. Elles vont un petit peu les travailler, elles vont gérer leur propre logistique, elles vont ajouter un petit peu leur sauce pour assurer la compatibilité avec les matériels, y compris terrestres, etc. Mais elles vont aller s'approvisionner localement. Les forces armées, en opération extérieure, ne vont pas faire une logistique depuis la métropole pour emmener ça à l'autre bout du monde, ce carburant-là. On va s'approvisionner sur le théâtre des opérations. Donc, si il y a une transition de l'énergie des aéronefs civils vers des carburants durables, ça veut dire que les forces armées, potentiellement, dans le futur, pourraient être en contact avec ces carburants-là. Et donc, pour ça qu'il faut assurer également de la compatibilité des matériels militaires avec ces carburants-là. Alors, on a une chance, une fois de plus en France, d'avoir deux choses qui sont extrêmement importantes. C'est d'abord une logistique interarmée. Il y a le service de l'énergie opérationnelle qui est en charge de l'expertise et de la logistique de les carburants pour l'ensemble des forces armées, aériennes, marines, terrestres. Donc, qui a cette expertise et qui est capable d'être le point d'entrée unique pour ça. Et puis, on a la Direction Générale de l'Armement, la DGA, qui a pris les choses en main depuis des années maintenant et qui a dit, voilà, moi, je vais faire en sorte, je vais cadencer les choses pour m'assurer que les matériels militaires des armées françaises soient parfaitement compatibles avec ces carburants-là. On n'a pas évoqué encore le spatial, parce que le spatial, on imagine quand on voit décoller un lanceur que c'est impossible de décarboner ou même de mettre des carburants durables. Alors qu'en est-il sur le spatial? Est-ce que c'est possible de décarboner le spatial un jour? Ah, c'est tout à fait possible parce qu'en fait, ce fameux carburant qui est utilisé, alors Safran est extrêmement actif dans ce domaine-là. Faut rappeler que Ariane Group est une filiale à 50% de Safran et 50% d'Airbus. Donc on est dans la propulsion spatiale, on est extrêmement présent à la fois dans les gros lanceurs spatiaux, mais également dans la propulsion des satellites, etc. Les fusées Ariane, ces principaux lanceurs, ils utilisent des carburants cryogéniques. Initialement, Ariane, c'est de l'hydrogène. L'hydrogène, qui pour l'instant est produit majoritairement par vaporéformage du méthane, donc un carburant fossile, mais qui peut tout à fait être produit à partir d'électrolyse de l'eau, à partir d'électricité bas carbone. Et donc, si on fait une électrolyse de l'eau à partir d'électricité bas carbone pour mettre dans un lanceur, indirectement, on réduit de façon très nette ses émissions, et notamment son empreinte environnementale. Il y a également énormément de travaux qui sont menés sur le lanceur lui-même. Parce que, bien entendu, il y a le type d'énergie, on revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, il y a aussi la consommation énergétique, il y a le fait d'alléger les systèmes, il y a le fait aussi de faire des engins réutilisables, donc toute cette notion d'économie circulaire dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi un axe de travail extrêmement important pour l'aéronautique, l'ensemble de l'aéronautique, comment assurer la fin de vie des aéronefs, comment utiliser la réutilisation d'un certain nombre de matériaux, le recyclage, etc. C'est vraiment un axe de travail extrêmement important actuellement. C'est la même chose
au niveau du spatial, hein. Comment essayer de réutiliser le plus possible les systèmes avec des lanceurs réutilisables, avec des nouveaux matériaux, etc. Et puis au niveau des satellites, il y a tous les nouveaux travaux sur des systèmes de propulsion sur base plasma. Il y a tout un foisonnement de choses extrêmement intéressantes et d'idées extrêmement intéressantes justement pour réduire cet impact environnemental là aussi. Crew, prepare for deorbit burn sequence. Copy. Preparing deorbit procedures. En tout cas, il faut espérer qu'on pourra continuer à voyager dans les prochaines décennies dans l'air et dans l'espace. Et pour ça, on va avoir besoin d'ingénieurs. Quelles sont les qualités, selon vous, qu'il faut développer chez ces ingénieurs qui vont s'occuper justement de cet enjeu majeur de décarboner l'aérospatiale? Alors, on est persuadé, tout à fait persuadé, à la fois de cette mission, de ces enjeux et de notre possibilité d'y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, le domaine aéronautique est vraiment un domaine dans lequel il y a des enjeux extrêmement forts, on en a parlé depuis le début de ce podcast, mais il y a aussi tout un panel de solutions qui s'ouvre à nous et des solutions qui jusqu'ici n'étaient pas forcément possibles. L'avancée des technologies sur les matériaux, l'avancée des technologies sur les architectures, l'électrification, des nouvelles énergies, etc. nous ouvre des champs d'investigation qu'on n'avait absolument pas pour l'instant. Et donc, un jeune ingénieur qui viendrait travailler dans l'aéronautique, déjà, il peut être sûr de trouver un domaine qui est extrêmement innovant, un domaine dans lequel on va lui demander d'avoir des nouvelles idées, on va lui demander d'aller bousculer des choses, etc. Donc il y a un côté innovant qui est extrêmement important. Il faut être curieux, il faut être innovant, il faut être persévérant, parce que d'un côté on demande d'être innovant, mais on est quand même dans une industrie qui a un temps long. Donc c'est-à-dire qu'on va pas développer une technologie en 6 mois. On n'est pas l'industrie du logiciel où on doit sortir un nouveau logiciel tous les 6 mois. Le développement d'une technologie d'aéronef, un nouveau système de motorisation, ça va prendre 15 ans. Donc c'est du long terme. Il faut arriver aussi à se rendre compte que tous les travaux que l'on mène, même à notre place, on va avoir un impact qui va être extrêmement important sur l'aéronautique, mais qui va se faire petit à petit. Donc il faut à la fois être innovant, arriver à trouver de nouvelles solutions, être ingénieux, mais aussi être persévérant. Et ça, c'est des éléments très importants. La persévérance en 2026, voilà, ça va être un sujet d'exploration à l'IPSA. Alors, on a parlé un petit peu de Safran, évidemment. Pour tous nos étudiants qui voudraient intégrer Safran, quel est le bon mindset justement qui est attendu pour intégrer cette entreprise et finalement y faire carrière? Alors, Safran est une société qui est présente, donc on est un peu plus de 100 000 personnes maintenant. On est présent, on a un ancrage assez fort en France, mais on est présent également de façon très importante à l'international. On a des grosses ambitions en Inde, hein. Notre président Olivier Andriès était récemment en Inde, où on a fait des annonces importantes au niveau d'un certain nombre d'usines dans ce pays. On est très présent en Amérique du Sud, notamment au Mexique. On est présent aux États-Unis beaucoup avec notamment notre partenariat avec GE au sein de CFM. Voilà. En Afrique du Nord également, on a des grosses usines au Maroc, exactement. Voilà. Donc Safran est une entreprise dans laquelle il y a une multitude de métiers. Parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas uniquement la propulsion, on fait aussi les sièges, on fait aussi les intérieurs des avions, on fait les systèmes électriques, on est très présent sur la défense également, de l'optique, de l'électronique, de l'intelligence artificielle, etc. Donc des domaines très très variés et des endroits très variés dans le monde. Donc ça veut dire que il y a tout un panel possible pour un jeune ingénieur pour arriver à trouver le métier de ses rêves chez Safran. Il y a une politique de recrutement qui est extrêmement importante, hein. On doit recruter plusieurs milliers de personnes dans les années à venir, hein, à la fois pour gérer la croissance de nos activités, mais également les départs en retraite, etc. Donc il y a tout un renouvellement. Il y a tout un travail également d'accompagnement de ces jeunes ingénieurs pour justement arriver à monter en compétences assez vite dans une société qui est innovante, mais en même temps qui a quand même tout un passé d'ingénierie et d'expertise, etc. Donc la notion de transmission d'expertise est extrêmement importante. L'ensemble des offres d'emploi sont présentes sur le site Safran. Ça, c'est assez bien fait, que ce soit des stages, des CDI dans tous les domaines, etc. Donc, il y a le site du recrutement de Safran où vous pouvez chercher dans toutes les annonces par thématique, par lieu, voilà, et puis postuler directement en ligne sur ces annonces. Et ensuite, le processus est en général extrêmement efficace et se fait assez bien.
Alors, c'est le même processus quand on cherche un stage que lorsqu'on est, Tout à fait. par exemple, on est dans une autre industrie aéronautique et on souhaite rejoindre Safran après une première partie de carrière, on va tout de même postuler en ligne. Exactement. C'est le principe parce qu'en fait, c'est un mode de fonctionnement qui permet, d'éviter d'avoir des processus de recrutement parallèles et cetera, de dire: «Tiens, je te Ah file oui. mon CV» et cetera. De toute façon, un étudiant qui vient me voir en disant: «Je veux un stage», on en discute, je lui dis: «Voilà, attention, il y a ce chose-là» et puis à la fin, de toute façon, je lui dis: «Bah, écoute, faut postuler sur le site». Parce que ça évite d'avoir des points d'entrée dans tous les sens, potentiellement même de perdre des candidatures ou des CV et cetera. Là, l'avantage, tout est sur le même site, donc ça sur le site Safran, recrutement. Vous avez l'ensemble du stage au CDI, au CDD, et cetera, au volontariat en entreprise. Vous avez tout sur le même. Et puis, il y a un processus de recrutement. Vous créez votre compte, vous déposez votre CV, vous pouvez, voilà. Et ensuite, nous, on vous recontacte. Et puis, et là, ensuite, il y a un processus de recrutement classique avec entretien, et cetera. Voilà. Mais tout est sur le même site. Alors, pour terminer avec ce podcast, finalement, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut vraiment décarboner l'aérospatiale? On a une feuille de route qui est claire pour décarboner l'aérien. C'est une feuille de route qui est basée sur les piliers dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une feuille de route qui nécessite un alignement de l'ensemble des filières. Donc je dis oui, on est capable. Maintenant, c'est pas facile. C'est un enjeu qui est extrêmement important, qui demande un alignement de l'ensemble des acteurs, qui demande aussi un soutien politique fort pour développer ces filières-là, qui demande surtout une vision long terme, qui demande une politique de soutien à long terme, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de si, mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que oui, on est capable de le faire. Par contre, maintenant, il faut se retrousser encore plus les manches et travailler tous ensemble. Voilà, c'est un beau programme politique. Merci beaucoup pour ce témoignage, Nicolas. On voit bien que tous les ingénieurs vont devoir s'intéresser à la question de la décarbonation et que celle-ci ne concerne pas uniquement les carburants. On l'a vu avec notamment tous ces matériaux nouveaux qui apparaissent. Pour tous les ingénieurs qui souhaiteraient participer à l'effort du secteur des entreprises comme Safran ou Airbus ou d'autres constructeurs, recherchez les talents. Et ça se traduit aussi chez les fournisseurs. Alors lancez-vous dans cette nouvelle page d'aventure aérospatiale. Voilà, il faut bien se former et puis après intégrer ces entreprises qui s'engagent pour la décarbonation de l'aéronautique. Merci beaucoup à notre invité Nicolas Gelon, responsable évaluation de l'impact environnemental de l'aviation et carburant à faible teneur en carbone chez Safran, pour ce témoignage dans le podcast de Cockpit by IPSA, qui est diffusé sur toutes les plateformes de diffusion, YouTube, Deezer, Spotify, pour n'en citer que 3. N'hésitez pas à vous abonner à nos contenus et à nous faire vos retours sur les réseaux. The Cockpit revient très prochainement avec d'autres invités d'exception pour, à chaque épisode, partager le décollage avec notre invité vers une thématique de fond qui anime le secteur de l'aéronautique et du spatial. À bientôt. Expect touchdown in 30 seconds. Descent rate remains nominal. Copy, standing by for touchdown. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Cockpit by IPSA. J'espère qu'il vous a inspiré et donné envie d'en savoir plus sur le secteur de l'aéronautique et du spatial. Si c'est le cas, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle. Et en attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui imaginent, conçoivent et construisent avec enthousiasme le monde de demain. Touchdown. The spacecraft has landed safely. Touchdown confirmed. Vehicle is stable. Copy that. Welcome home.